Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Decía Camus, como lo pudimos escuchar ayer, que un escenario de teatro es uno de los lugares del mundo donde era feliz. Yo diría que hoy este escenario de la Sala Polivalente Albert Camus de San Luis es sin duda uno de los lugares del mundo en el que el equipo de las Trobadas y Premis Mediterranis Albert Camus somos felices. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta cuarta edición de las Trobadas Mediterranis Albert Camus. Este proyecto, como sabéis ya los que repetís, se inició en 2017 para celebrar el 60 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Albert Camus y decidimos desde el primer año que cada uno de los encuentros, de las jornadas, estuviera amparado por el pensamiento, por supuesto, del que es nuestro guía, nuestra brújula, sino también amparado por algunas figuras míticas, lo ha recordado antes Miguel Ángel. Porque, como decía Camus, los mitos no existen por sí solos, esperan a que los encarnemos. Es decir, esas figuras míticas las hemos ido colocando al frente de cada uno de estos encuentros, no para alejarnos de la realidad del mundo, muy al contrario. Como lo ha recordado Miguel Ángel, en 2017 estuvimos bajo el signo de Ítaca. En 2019 decidimos estar amparados por Prometeo para explorar los caminos de la rebeldía y en 2021 era el signo de Némesis, la diosa de la justicia y la solidaridad, para entender que la única vía para evitar la violencia inherente a la rebeldía es el diálogo. Y este año, un año más, a través del diálogo nos situamos bajo el signo de Sísifo. Un Sísifo que Camus nos enseñó a imaginar feliz. Un Sísifo que, aferrado a su roca, se proyecta hacia un futuro que sabe que siempre tendrá que volver a empezar. Un Sísifo que no desiste en remontar la pendiente. Un Sísifo que resiste. Y por eso estas primeras jornadas las hemos titulado Los lugares de resistencia. Y para esta primera jornada, por tanto, lo que pretendemos es intentar ver qué es lo que el pensamiento de Camus nos puede aportar, nos puede ofrecer hoy en día para intentar impedir que el mundo se deshaga. Y esa tarea se la hemos encomendado a Agnès Piquel, quien ha dibujado también la programación conmigo y a quien quiero agradecer de nuevo haber trabajado en esta programación. Gracias, Agnès. Una vez que tengamos esos elementos que nos proporcionará Agnès para tomar conciencia de nuestra realidad, para intentar extraer algunos elementos críticos para escapar de ese espíritu de sumisión y explorar, al contrario, nuestras fragilidades, siempre a través de la cultura, pero de una cultura que busca escapar de la cultura mercancía, escapar de la cultura espectáculo, esa reflexión se la hemos encomendado a Natalia Menéndez, a Maggie Minevin y a Franck Planel, para luego emprender juntos los caminos de la no sumisión. Y qué mejor para ello que Abderramán Sissako. Una cultura que escape, una cultura de no resignación y que sobre todo pueda preservar un pensamiento libre. Y esa reflexión nos la entregarán Laura Fernández y Antonio Muñoz Molina. Y eso va unido, lo de preservar un pensamiento libre, a aprender a ser ciudadanos sujetos. Y por eso, siguiendo la frase de Camus que dice, el objetivo del arte, el objetivo de una vida es aumentar el grado de libertad y de responsabilidad que se encuentra en cada hombre y en el mundo. Y eso es algo sin duda que hacen cada uno a su particular manera, el artista Gaubo, la escritora Belén Copegui y la activista y cineasta Pascal Obolo. Una jornada que cerraremos con el siguiente título: La verdad hay que construirla como el amor, como la inteligencia. Y sigue: nada está dado ni prometido, pero todo es posible para quien acepta arriesgarse. Es esta apuesta que debemos mantener en un momento en donde nos ahogamos entre tanta mentira. Es la única manera de que se abran las puertas, acaba diciendo Camus. Y quien nos abrirá esas puertas serán Agnès Llobet, poeta y actriz, junto con la artista visual Karima Ashadu.
puertas abiertas que nos permiten tejer lugares para construir otros posibles, otros imaginarios. Y esta es nuestra segunda jornada y última. Esta edición no utiliza esta frase de Camus de los lugares del mundo para situarnos de forma geográfica en el mundo, sino para permitirnos entrever esos lugares que nos permiten ir en contra, revisar la historia tal y como nos la han contado, restituirle el lugar de las mujeres de otras culturas, buscar los lugares donde podemos percibir las interrelaciones del mundo, unir lo que está desperdigado, explorar los lugares como el arte, el teatro, la invención de las ideas. Y por ello contaremos primero con Anne Proutot y Alexis Lager como camusianos, también con Julia Bentuhami para resituarnos en la reparación y para finalizar, ¿quién mejor para hablarnos de este lugar del teatro que personalidades de este ámbito como son Marta Pazos, Mohamed El Attar y Driss Kisis? Son todas esas visiones de los lugares del mundo que convocamos hoy y mañana por la mañana aquí en San Luis, aquí en Menorca, en el lugar de los orígenes. A través del diálogo trataremos de haceros sentir la vibración de nuestro compromiso de todas las ediciones y sin duda de esta, de darlo todo en el presente. Bienvenidas y bienvenidos. Je voudrais d'abord dire ma joie profonde d'être ici avec vous tous. Merci aux Trobadès, à ceux qui les ont pensés et préparés et qui nous accueillent si bien. Merci Miguel Onrel, merci Sandra, du fond du cœur. Et ce matin, je pense à Michel Barré, l'ami fidèle que nous regrettons. Empêcher que le monde ne se défasse. On rappelle souvent que Camus dédie à son instituteur ses discours de Suède quand il les publie. On rappelle moins souvent que dans le discours de Stockholm lui-même, en décembre 1957, il reporte l'honneur qui vient de lui être fait avec le prix Nobel de littérature sur toute sa génération, qui, dit-il, mérite d'être saluée et encouragée, car sa tâche est immense. Je cite Camus, « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Ma tâche ce matin est de faire résonner ces mots dans toute leur ampleur. Cette génération de Camus, née dans les années 1910, est arrivée à l'âge adulte au moment de la montée des fascismes et de la guerre d'Espagne, a connu la Deuxième Guerre mondiale, a vu s'installer l'univers concentrationnaire et a été témoin de la puissance de destruction de la bombe atomique. Certes, la situation n'est pas exactement la même 70 ans plus tard. Mais les mots de Camus, définissant l'héritage de sa génération, sont étrangement actuels. Écoutez. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer
à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. » Fin de citation. C'est en 1957 qu'il fait ce constat amer et en même temps ce constat plein d'espoir, car cette génération a déjà entamé sa tâche. Empêcher que le monde ne se défasse. Depuis l'après-guerre, Camus porte un regard lucide sur la France, sur l'Europe, sur le monde. Et il utilise tous les moyens à sa disposition, dont le journalisme, pour dénoncer les forces de désintégration et de mort qui y sont à l'œuvre. Mais dans le même souffle, il affirme des valeurs au nom desquelles il peut dessiner des perspectives, ouvrir des voies. Et c'est en artiste qu'il le fait. La conférence d'Uppsala, qui suit de quelques jours le discours de Stockholm, s'intitule « L'artiste et son temps ». Dans ce parcours que je vous propose ce matin à travers Camus, à chaque pas, vous entendrez sans peine les échos avec le monde d'aujourd'hui. En 2023, comme en 1957, il s'agit de se forger un art de vivre partant de catastrophes. Empêcher que le monde ne se défasse, c'est d'abord vivre à plein. Le constat selon lequel le monde se défait n'est pas neuf chez Camus. Né en 1913, orphelin d'un père tué au début de la Première Guerre mondiale, il grandit dans une Algérie où le bonheur de vivre ne masque pas l'injustice du système colonial, injustice dans laquelle la France est en train de renier ses propres valeurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la résistance par le réseau Combat, devenant un des piliers du journal du même nom. À la Libération, il apparaît comme un des porte-paroles de la résistance par sa plume de journaliste, puis par la publication de ce roman « La peste », qui est reçu comme une allégorie de la résistance. Ces textes de l'immédiate après-guerre sont traversés par les thèmes que déploiera 10 ans plus tard le discours de Stockholm. En plus des nombreux éditoriaux qu'il donne dans le journal Combat, 2 textes sont particulièrement marquants, et je les indique à cause de leur titre. Une conférence qu'il donne aux États-Unis en 1946 sous le titre « La crise de l'homme » et une série de 8 articles qu'il publie dans Combat la même année sous le titre « Ni victime, ni bourreau ». Je vais bien sûr m'appuyer beaucoup sur ces textes. Ce que Camus met clairement en avant, c'est le fait que l'instinct de mort est à l'œuvre dans l'histoire, en particulier dans l'histoire de la civilisation occidentale. Déjà, avec ses lettres à un ami allemand écrites pendant la Seconde Guerre mondiale et publiées en 1945, il montrait le nazisme comme le fruit de cet instinct de mort devenu dominant. Dans les textes suivants, il montre comment cet instinct a inauguré un siècle de la peur, dont il cherche les causes et les implications. Il dénonce une rage de destruction jamais atteinte, jamais connue dans l'histoire de l'humanité, une science utilisée pour le meurtre organisé par des États qui sèment la terreur pour asseoir leur domination. Le 8 août 1945, au moment où les pays occidentaux approuvent massivement la décision des États-Unis de larguer la bombe sur Hiroshima, Camus, au contraire, et ils ne sont pas très nombreux, la condamne comme terrorisme d'État. Je cite son éditorial de Combat. « Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. » Fin de citation. Selon lui, la guerre froide qui se met en place dans l'après-guerre n'est pas à terme moins mortelle que l'autre, puisqu'elle se fonde sur l'équilibre des armes dans les 2 camps. C'est tout le développement industriel, et Camus n'a pas connu le développement fulgurant de la finance mondiale.
C'est tout ce développement qui porte en lui des germes de mort, car au nom du progrès et en visant l'efficacité, on prend parti, dit-il, pour le meurtre, en considérant que la fin justifie les moyens. Si le monde se défait, dit-il, c'est aussi parce que les êtres humains disparaissent derrière des abstractions. Aujourd'hui, on dirait derrière les chiffres et les sigles et les tableaux. Et on règle l'évolution de ces abstractions sur le mode d'une évidente nécessité. On invoque le sens de l'histoire. Ou plus prosaïquement, on répète, il n'y a pas d'autre solution. Uniquement perçu dans sa dimension historique, politique, sociale, l'être humain n'est plus considéré en tant que tel. Il est seul face à un système inhumain dont il se sent le jouet impuissant. Il est humilié, jugé, condamné, individuellement et collectivement. Souvenez-vous, la crise de l'homme. Alors comment se situer pour agir librement ? Ni victime ni bourreau, répond Camus. Qu'est-ce à dire ? Si on se tait, on prend parti pour les bourreaux, on légitime le meurtre, on se résigne au massacre, surtout quand ils sont lointains. Mais on ne peut pas se résigner, même si c'est dans une fraternité active avec les victimes. Ni victime ni bourreau, il faut, dit-il, reconsidérer sa pensée et son action. En effet, les valeurs ont été perverties. Socialisme, révolution, démocratie, collectivisation des ressources, vérité des faits, tout cela a été vidé de son contenu. Tout contrat social, national et international semble inatteignable. L'avenir n'apparaît même plus comme possible. Je résume la pensée de Camus. Les puissances européennes et nord-américaines, si fières d'elles-mêmes, aboutissent à un échec moral par ce rétrécissement de l'humain et cette perversion des valeurs auxquelles elles ne cessent de procéder, avec l'illusion destructrice de les faire prévaloir par la puissance militaire et économique. On songe au ressentiment ainsi attisé de nos jours, mais qui, loin de conduire à retourner contre l'Occident ses valeurs fondatrices, promeut une internationale des despotismes et des populismes. Dans un texte écrit en 1948, L'exil d'Hélène, Hélène de Troie, Camus analyse cet échec en termes d'oubli par rapport à l'héritage grec, dans lequel il met en avant la beauté et la mesure. Or, dit-il, nous avons exilé la beauté et, fils de la démesure, nous sommes lancés à la quête de la totalité. Et ce faisant, et je le cite encore, nous avons désorbité l'univers. Je trouve l'image extraordinaire. Et nous vivons dans la laideur et les convulsions. Devenue nihiliste, la civilisation européenne va vers un suicide général, ajoute Camus, dans une conférence à Athènes en 1955. Et pourtant, dans cet hiver du monde, il rappelle la force des amandiers qui, en Algérie, fleurissent en février. Dans son beau texte, intitulé « Les amandiers », il plaide contre le désespoir face à la force des armes qui semblent avoir gagné dans le monde contre les forces de l'esprit. Je le cite. « Quand j'habitais Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais ensuite de voir cette neige fragile résister à toutes les pluies et aux vents de la mer. Chaque année pourtant, elle persistait, juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. » Fin de citation. Camus prend appui sur cette image des amandiers et aussi sur les vertus de l'esprit prônées par Nietzsche pour affirmer hautement que face à la force des armes, on peut encore et toujours opposer la force de l'esprit qui, sans pesanteur, et je cite les derniers mots de ce texte, résiste à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève. Camus ne nie pas le tragique,
mais il refuse le désespoir. Et dans ce même texte, Les Amandiers, il dessine des chemins d'avenir. Je cite ces phrases magnifiques, mais je ne les commente pas parce qu'elles seront abondamment commentées dans les heures qui viennent. Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des âmes libres. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable, dans un monde si évidemment injuste. Le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Fin de citation. Comment donc accomplir ces tâches ? D'abord, et c'est capital, il ne s'agit pas de refaire le monde. Camus n'a que méfiance pour des idéologies qui promettent tout pour demain. Il se refuse à les justifier par l'idée de progrès, telle que les Lumières l'avaient introduite, mais c'était dans le monde fixiste des pouvoirs de droit divin. Il veut, écrit-il dans Ni victime ni bourreau, définir les conditions, je le cite, d'une pensée politique modeste, c'est-à-dire délivrée de tout messianisme et débarrassée de la nostalgie du paradis terrestre. Fin de citation. La nouvelle utopie consistera d'abord à vouloir sauver les corps, donc à œuvrer fortement en faveur de la paix. Excusez-moi. En faveur de la paix et des conditions internationales de son maintien. Je pensais aux très fortes paroles de Miguel Ángel et c'est cela qui m'a fait perdre mon fil, mais nous sommes dans le même fil de la pensée. Il s'agit d'un avenir que les générations adultes ont échoué à préparer et que les générations suivantes, mieux armées, espère-t-il, auront à inventer. À quoi nous inciterait-il aujourd'hui, nous qui préparons si mal l'avenir de nos petits-enfants ? Cette utopie modeste implique pour chacun de transformer ses mots et sa pensée. Dans sa conférence « La crise de l'homme », il affirme « Nous devons appeler les choses par leur nom. On ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier. On est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être un meurtrier sans avoir jamais tué, apparemment. La première chose à faire est donc le rejet pur et simple par la pensée et par l'action de toute forme de pensée réaliste et fataliste. C'est le travail de chacun de nous. En condamnant, fin de citation, toute forme de pensée réaliste et fataliste, Camus ne prêche pas contre la lucidité. Les deux adjectifs s'expliquent mutuellement, réaliste et fataliste. Souvent, on conseille aux contestataires d'être réaliste, de se résigner, il n'y a pas d'alternative. Camus refuse la résignation de toutes ses forces. Croire à la force de l'esprit et des mots, c'est le début et quelquefois la fin de tout. Je le cite encore. Désormais, le seul honneur sera de tenir obstinément ce formidable pari qui décidera enfin si les paroles sont plus fortes que les balles. Pour orienter cette lutte, Camus ne cherche pas le sens. Non, l'absurde est toujours là. Mais il propose des valeurs. Dans le premier cycle de son œuvre, centré sur la notion d'absurde, il avait montré comment on peut vivre quand on a entériné le fait que rien n'a de sens, quand on s'est mis face à cette condition tragique de l'être humain, au lieu de chercher des réponses philosophiques ou religieuses. Il l'avait montré à travers des personnages comme Meursault ou Sisyphe ou Caligula, des personnages solitaires, affrontés au malheur et à la mort. Certes, Caligula reste enfermé dans sa douleur et ses rêves fous d'empereur tout-puissant, à la différence de Sisyphe et de Meursault, qui chacun à sa manière savent s'ouvrir au monde. Tous deux ont la lucidité. Sisyphe sait que les dieux l'ont condamné pour toujours à ce châtiment absurde. Meursault sait depuis longtemps que rien n'a d'importance, que la mort à venir emporte tout par avance. Tous deux ont aussi le courage. Meursault sort de lui-même pour crier à l'aumônier de la prison cette vérité paradoxale. L'aumônier n'est pas dans la vie alors que lui, le condamné à mort, vit à plein et serait prêt à tout revivre.
Sisyphe refuse toute récrimination contre les dieux qu'il nie. Il accomplit simplement sa tâche, aussi absurde qu'elle soit, mais en sachant que la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Camus montre Sisyphe et Meursault le cœur plein. Meursault, tout ouvert au souvenir de sa mère et au monde, peut dire « J'ai senti que j'étais heureux et que je l'étais encore. » Et, vous le savez, il faut imaginer Sisyphe heureux. Valeurs, donc, qui étaient présentes dans ce premier cycle de l'absurde, mais qui peuvent soutenir la lutte contre les forces de désintégration et de mort à l'œuvre dans le monde, Camus les illustre dans son cycle de la révolte, dans son roman La Peste ou dans sa pièce de théâtre L'état de siège. Il a montré des personnages qui se battent ensemble, cette fois, contre le mal qui frappe les hommes, que ce soit sous la forme d'un virus, d'un bacille ou d'un dictateur. Ils se battent au nom de la fraternité, car ils partagent le sort commun. Le chroniqueur de La Peste ne peut qu'être un des Oranais, enfermé dans la ville pestiférée. Diego, dans l'état de siège, est frappé du même mal mystérieux que les autres opposants au dictateur. Dans la lutte âpre et dangereuse qu'ils mènent, il leur semble par moments perdre toute sensibilité. Et cela n'empêche pas que les enfants ou les femmes aimées meurent. Mais les deux héros saisissent finalement au plus profond d'eux-mêmes l'importance de l'amitié, de l'amour, de la tendresse. Dans l'état de siège, Diego choisit de mourir pour que Victoria vive, car, dit-il, ce monde a besoin de toi, il a besoin de nos femmes pour apprendre à vivre, nous, les hommes. Nous n'avons jamais été capables que de mourir. Fin de citation. Dans La Peste, le docteur Rieux, qui s'est battu de toutes ses forces contre l'épidémie, comprend à la fin l'essentiel. Ce n'est pas que ces choses aient un sens ou non, c'est de voir, je le cite, ce qui est répondu à l'espoir des hommes. Et ce qui est répondu, c'est une phrase du roman, c'est que s'il est une chose qu'on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c'est la tendresse humaine. Camus lui-même a mené cette lutte contre les forces de mort en direct, puisqu'en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel embarqué, il n'aime pas le terme de « engagé », il peut faire résonner ces mots en France et au-delà des frontières, vu la notoriété qu'il a acquise dans la seconde moitié des années 1940. Même si ses discours, conférences, articles, essais suscitent des polémiques, il fait entendre une voix, une parole qui porte haut des valeurs éthiques. Il ne se pose pas en sauveur, ni en prêcheur de morale. Ses détracteurs ne se priveront pas de l'en accuser. Il réveille les consciences, il rappelle l'élan de la résistance, il parle pour les êtres humains, non pas à leur place, mais afin de plaider pour eux contre l'histoire qui les broie. Il n'est pas seul. En France, et plus encore dans toute l'Europe, il est en dialogue avec des êtres de bonne volonté, des intellectuels qui luttent au nom des mêmes valeurs que lui, souvent en butte à l'échec et à la solitude. Il est un des seuls en France à le faire contre le stalinisme à cette époque. De ce dialogue, les chercheurs actuels font émerger des traces passionnantes qui dessinent ce climat intellectuel européen visant, pour reprendre des mots de Camus, à reprendre les choses à leur début pour refaire une société vivante à l'intérieur d'une société condamnée. Nous en sommes au même point aujourd'hui, me semble-t-il. Et à Stockholm, il peut saluer ce que sa génération, je l'ai dit, a déjà fait pour commencer à accomplir cette tâche. Il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion, c'est mourir sans haine pour lui. Je ne m'attarderai pas sur ce propos qui sera développé ici, ainsi que ce qu'il dit sur le rapport entre le travail et la culture. Je citerai seulement, pour terminer ce deuxième point de mon parcours, la belle image à laquelle il recourt, refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il ramène dans la sphère humaine l'image biblique de l'alliance de Dieu avec son peuple et il laisse affleurer l'image de l'arc-en-ciel
pour suggérer une fédération universelle. L'artiste, comme tout être humain, travaille à cette tâche collective. La création est un des moyens d'aller contre le délitement du monde. Nous sommes ici pour y réfléchir. Camus le fait avec ses moyens propres. Je l'ai dit, sa conférence, c'est « L'artiste et son temps ». Il affirme cette responsabilité spécifique de l'artiste. Écrire, dit-il, est un honneur qui implique une obligation de solidarité. Il s'agit avant tout de la claire conscience de ce qu'il a en partage avec les autres, c'est-à-dire le monde tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, et plus largement, la douloureuse condition humaine. Les actes viendront ensuite, c'est-à-dire les œuvres où viendront résonner le malheur et l'espérance des hommes. Mais la création même nécessite la solitude. L'artiste ne peut pas créer dans le bruit et le divertissement au sens pascalien du terme. La beauté, celle qu'on reçoit autant que celle que l'on crée, exige un âpre face-à-face. Camus médite longuement sur la solitude irrémédiable des vrais artistes. Dans la conférence « L'artiste et son temps », il évoque Nietzsche. Nietzsche, pour lui, est autant un poète qu'un philosophe, ou plutôt, il est un poète-philosophe. Je le cite, « Entrer dans une solitude définitive, écrasé et exalté en même temps par la perspective de cette œuvre immense qu'il devait mener sans aucun secours. » On retrouve là le dilemme sur lequel venait se clore la nouvelle Jonas sur l'artiste au travail dans l'exil et le royaume. Je rappelle, après une période de stérilité, le peintre Jonas retrouve son étoile avant une sorte de passage symbolique par la mort. Mais avant ce passage par la mort, il a peint une toile, je cite, entièrement blanche, vous connaissez, au centre de laquelle il avait seulement écrit en très petits caractères un mot qu'on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s'il fallait y lire, solitaire ou solidaire. La tension n'est pas, comme on le dit trop souvent, entre un pôle négatif et un pôle positif. Non, l'artiste a un impérieux besoin de solitude, mais il se stérilise, il se coupe des autres. Dans les années 50, Camus vit cette tension sur le mode de l'épuisement personnel. Il passe aussi par de graves moments de doute, à la fois sur son talent de créateur et sur les risques d'imposture qu'il encourt en prenant la parole. Au nom de quoi est-il alors légitime ? Créer, et donc pour lui créer avec des mots, peut-il empêcher que le monde ne se défasse ? Depuis les années 30, il n'a cessé, seul ou en dialogue avec des artistes et des philosophes, de réfléchir à la parole, à sa puissance et à ses impasses. Cette méditation aboutit à la formule choc que l'on trouve dans l'introduction de L'homme révolté, « Parler répare ». Si dans le contexte, il s'agit de l'affrontement de l'homme avec l'absurde, l'expression qui est appuyée par sa construction en chiasme, « parler répare », prend une portée plus grande dans ces années de crise. D'ailleurs, il se répond à lui-même quand, à peu près en même temps que cette phrase, il écrit dans les poèmes en prose de la postérité du Soleil, une œuvre qui ne sera éditée que plus tard, « Parler sépare aussi ». Pour autant, il ne s'agit pas de se taire, mais de parler autrement, de parler à partir d'ailleurs. On le comprend mieux si on lit l'ensemble du très bref poème de la postérité du Soleil. Je le lis. « Le jour s'achève, les feuilles crissent. Ils attendront encore. Tu les aimes mieux d'ici. Parler sépare aussi. » C'est Camus qui écrit ça dans la postérité du Soleil. La parole n'est pas communication quand elle est mal ajustée. Et il arrive que de loin, on aime mieux, que l'on puisse être en communication plus profonde. Dans ce début des années 50, Camus se pose la question spécifique du régime de parole que peut, que doit choisir l'écrivain artiste pour empêcher que le monde ne se défasse. Depuis la guerre, je l'ai dit, il a eu une parole publique au cœur des luttes et des polémiques. Son œuvre s'est développée selon le parcours philosophique qu'il lui avait assigné avant la guerre, le cycle de l'absurde, puis celui de la révolte. Et bien sûr, le cycle de la révolte est traversé par les mêmes thèmes et valeurs que la parole publique. Tu les aimes mieux d'ici. Comment situer cet ici
d'où il pourra aimer et parler mieux? À l'évidence, le théâtre y occupe une place importante, puisqu'il en sera amplement question demain. Je ne fais que mentionner ici cet ailleurs, d'où on parle du monde et au monde. Je rappelle seulement que dans les années qui précèdent sa mort accidentelle, Camus travaillait à ce qu'on lui confie un théâtre parisien où il puisse réaliser librement ses projets. Ce devait être fait en 1960. L'ici, d'où il doit et d'où il veut parler, c'est, ne l'oublions pas, à partir de 1954, ce que l'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie, dans laquelle un monde se défait de la pire manière. Camus parle de l'Algérie d'abord sur le monde ancien, la presse, le discours laissé, ou l'intervention directe, comme lors de l'appel pour une trêve civile en Algérie, qu'il lance à Alger en janvier 1956 à l'initiative d'amis libéraux des deux communautés. Mais c'est l'échec. Il rassemble alors l'ensemble des textes qu'il a écrits sur l'Algérie. Cela donne en juin 1958 Chroniques algériennes. Mais ce recueil de 20 ans de textes devient le bilan d'un double échec, celui de la France en Algérie et le sien propre. Il lui faut dire l'Algérie autrement, non pas pour travailler à maintenir un statu quo injuste, inique, mais pour inventer la communauté à venir, pour affirmer qu'elle est possible et souhaitable, même quand elle semble devenue impossible. Je le cite, « Je veux croire à toute force que la paix se lèvera sur nos champs, sur nos montagnes, nos rivages, et qu'alors, enfin, Arabes et Français, réconciliés dans la liberté et la justice, feront l'effort d'oublier le sang qui les sépare aujourd'hui. » Dire l'Algérie, c'est la faire apparaître autrement, par les moyens de l'art, c'est-à-dire dans ses récits. De fait, par l'espace-temps et par les personnages, l'Algérie entre concrètement dans les nouvelles de l'exil et le royaume et dans le premier homme. Les dossiers de travail du roman inachevé nous montrent que la question algérienne y aurait été centrale. Mais le roman va plus loin. Il vise une dimension universelle, inhérente à la tâche spécifique de l'artiste. S'il veut empêcher que le monde ne se défasse, l'art doit réunir en faisant retentir le silence. Les mots sont de Camus. Il doit émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. C'est parce qu'il a compris cela que Camus a déjà amorcé une mutation profonde de son écriture. Écrire de l'intérieur de l'amour, cela change tout. Non seulement il va parler de ce qu'il aime, mais il va écrire autrement, en laissant frémir davantage l'émotion, en laissant affleurer le lyrisme. Il ne s'agit pas de raconter au monde entier sa petite histoire. Il refuse d'ailleurs d'écrire une autobiographie. Mais dans Le Premier Homme, à travers ces quelques anonymes que sont les membres de sa famille, il veut montrer l'être humain écrasé par l'histoire. Comme la mère du protagoniste qui vient d'apprendre la mort de son mari, tué en 1914 à Verdun, je cite, « restée muette et sans larmes pendant de longues heures, à serrer dans sa poche le pli qu'elle ne pouvait lire et à regarder dans le noir le malheur qu'elle ne comprenait pas. » Camus veut témoigner de l'éminente dignité de ces pauvres. Il veut aussi, encore et toujours, mais plus concrètement que dans les essais et les articles, lutter pour, je le cite, préserver la part de l'homme qui n'appartient pas à l'histoire, celle où l'on peut être pleinement humain. Et je conclus. Empêcher que le monde ne se défasse, c'est lutter pour la vérité et la liberté, on le dira amplement dans les jours qui viennent. Mais c'est aussi donner sa chance à la vie et à la joie, découvrir en soi une lumière et en préserver les sources, comme il le dit magnifiquement dans Retour à Tipaza. Et je cite, et vous la connaissez, « Je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice, et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance.
comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Le monde aujourd'hui se défait, bien plus gravement encore, avec la catastrophe climatique. La tâche des générations à venir est de plus en plus lourde. À nous de leur en donner l'énergie. Camus nous y aide. Je vous remercie.